Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bonjour Finn, ça va et toi? Ça va, merci. Alors, dans cette vidéo, je pense que ce serait intéressant de reprendre la discussion sur le marché libre. C'est un vaste sujet, évidemment. Nous avons fait donc la vidéo donc 24 et 25 euh, et également 26 concernant le marché libre. Donc, la vidéo 24-25 concernait un petit peu voir qu'est-ce que c'est que le marché libre. Et ensuite, il y avait la vidéo 26 qui était donc basée sur le thème de comment fonctionne le marché libre. Et donc ça, c'est un vaste sujet. Rothbard, par exemple, qui est un des plus grands économistes donc libéraux, économistes de l'école autrichienne, il a écrit un livre Homme, économie et État. Et dans ce vaste traité, il y a deux parties bien distinctes. La première partie concerne la manière dont le marché fonctionne. Donc ça, c'est la grande partie de ce traité pour expliquer comment le marché fonctionne. Donc évidemment, nous ne pouvons pas tout traiter en juste trois vidéos, mais ce que nous tentons faire, évidemment, évidemment aussi de donner un peu de curiosité à nos différents spectateurs. Et ensuite, une autre partie, la dernière partie de son livre, concerne donc, disons, l'intervention étatique. On se rappelle, hein, dans la vidéo 8 que nous avons faite, il y a quelques mois d'ailleurs, nous parlions de la différence entre socialisme classique et socialisme moderne. Et je disais que le socialisme moderne est peut-être plus adapté à la période dans laquelle on vit, surtout en Europe occidentale, parce que nous n'avons pas le socialisme défini d'une manière classique, nous avons le socialisme défini comme le faisait Mises, c'est-à-dire intervention dans le marché libre. Et donc, c'est toutes les manières dont l'État, euh, disons, intervient dans le marché libre et entrave en réalité le fonctionnement de la société, empêche l'accumulation de richesses, appauvrit la société. Donc il y a toute une série de conséquences qu'on pourrait, dont on pourrait parler. Donc voilà, je débute un petit peu la discussion de cette manière. Donc je te laisse, disons, continuer. Oui, c'est vrai que actuellement, quand on lit de la presse, les grands publics, hein, les médias mainstream, on voit souvent l'expression qui qualifie la France de démocratie libérale. Alors nous avons vu que démocratie n'est pas synonyme d'élection, etc., dans des précédentes vidéos. Donc on peut dire que la France n'est pas vraiment une démocratie et la France, malheureusement, n'est pas libérale non plus. Tu as dit très très bien, l'intervention de l'État dans la vie des gens constitue le socialisme. Bastia définit le socialisme comme étant la spoliation légale, c'est-à-dire la confiscation de la liberté ou des propriétés, ou même la porter atteinte à la personne, à la personnalité des gens, comme étant le socialisme. Et tout ça légalement. Donc, cette intervention de l'État, telle que nous la connaissons, se produit en France sous la forme de plus de 483 impôts et taxes et prélèvements, mais il y a aussi des dizaines de milliers de lois, de normes et de règlements. Toutes ces lois, ces normes, ces règlements font que l'économie française est une économie particulièrement administrée. Il n'y a pas vraiment de secteur de la vie qui échappe à la main de l'État ou à l'intervention de l'État. Cette intervention dans tous les secteurs de la vie du pays, dans la vie des gens, montre bien que la France n'est pas un pays libéral, puisque, nous l'avons vu aussi précédemment, un pays libéral peut se définir par un respect de la propriété, de la personnalité et de la liberté, mais aussi par la possibilité d'échanger librement, hein, que les individus échangent librement. Donc, cette intervention réglementaire et normative et législative de l'État montre que la France n'est pas un pays libéral. Alors, il y a de ça, c'est important parce que les médias habituels, ou les médias ou les intervenants classiques que l'on entend à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux, euh, présentent l'adversaire, l'ennemi,
le responsable de la catastrophe économique, on va dire, mais bon, les catastrophes économiques, sociales, sociétales, tout ce qu'on veut, ou ce qu'on ne veut pas d'ailleurs, française comme étant de la faute du libéralisme. Malheureusement, le libéralisme n'étant pas mis en œuvre en France, ça ne peut pas être lui le responsable. Et par contre, comme on ne pose pas le bon diagnostic, ces gens ne posent pas le bon diagnostic, ils ne pourront jamais proposer le bon traitement. Et ça, je pense que c'est important de souligner. Oui, c'est exactement ça, hein, Patrick. Et quand on parle de l'histoire de cet interventionnisme, en réalité, elle a commencé très tôt en France. Il y avait le mercantilisme qui était aussi une forme d'interventionnisme. Il y avait tout ce qui était le dirigisme colbertiste. Donc ça a commencé très tôt. Mais néanmoins, si on regarde la période moderne, si on regarde la période à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, la France et la plupart des pays d'Europe avaient quand même une économie très très libre en réalité, avec très peu d'intervention étatique. Euh, il y a eu évidemment les expropriations. Il y a eu le fait que l'État a pris le contrôle d'industries qu'elle a considérées comme étant clés ou stratégiques. Et ça s'est fait déjà au 19e siècle. On parle par exemple des chemins de fer. Il ne faut pas oublier qu'en France, les chemins de fer étaient libres, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de compagnies de chemins de fer qui opéraient partout en France et ça se passait très très bien. Et ensuite, la Société nationale des chemins de fer a été créée. Tout ça a été mis sous la tutelle de l'État et une société a été créée. La même chose s'est passée avec la poste, ensuite avec les télégraphes, le téléphone, etc. Donc, évidemment, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'intervention étatique du tout, loin de là. Mais néanmoins, il faut dire que si on compare aujourd'hui, l'intervention étatique était quand même bien plus faible à cette époque-là. Donc c'est pour ça que je dis que même si ce n'était pas une époque idéale d'un point de vue libéral, c'est quand même, d'un point de vue d'économie politique, c'est quand même euh, une période vers laquelle on devrait essayer de retourner. Et quand je dis ça, évidemment, ça choque beaucoup de gens parce qu'on associe la fin du 19e siècle avec la pauvreté, avec les descriptions que faisait Zola. Mais faut faire la distinction. Je ne parle pas de revenir en arrière d'un point de vue du développement économique ou du développement technique ou de la croissance des richesses. Je parle de revenir en arrière d'un point de vue de politique économique, c'est d'avoir un État qui avait la taille qu'elle avait à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, où elle représentait à peu près 10% des dépenses publiques. Si on prend une mesure que l'on connaît tous, alors que nous sommes aujourd'hui en termes de pourcentage sur PIB, hein, alors que nous sommes aujourd'hui à 57%. Donc, également, on voit en termes de nombre de lois, nombre de réglementations, la manière dont cette intervention existait au début du XXe siècle, euh, il n'y avait pas photo. Et c'est aussi pas une coïncidence que la France et beaucoup de pays européens ont vécu leur meilleure décennie pendant cette période-là, où nous avions même donc une déflation parce que si on est sur l'étalon d'or, si l'État ne crée pas de la monnaie artificiellement, qui donc réduit la valeur de la monnaie et augmente les prix artificiellement, eh bien, nous sommes, dans ce cas, naturellement dans une économie libre, dans une économie où les prix ont tendance à baisser, ce qui est normal et logique, puisque plus on s'améliore, plus on prend de l'expérience, plus on augmente sa productivité, évidemment, moins les coûts vont être élevés et on va pouvoir baisser un petit peu les prix, surtout dans une phase concurrentielle. Voilà. Donc, c'était un petit peu pour donner un petit peu de fond. Est-ce que tu veux faire un autre commentaire? Après, on passera sur une autre vidéo sur le détail de cette intervention.
Oui, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur, par exemple, le nombre de compagnies de réseau ferré qui étaient privées. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que au début à la fin du 19e, au début du 20e, il y avait beaucoup de compagnies de production d'énergie qui étaient privées, et en particulier production d'électricité. Et elles arrivaient à fournir de l'énergie à la France. Ce qui est important dans ce domaine énergétique, c'est que, tu as parlé de la fin du 19e siècle, il y a eu la révolution industrielle. La révolution industrielle a profité à la fois d'une grande liberté économique parce que, par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, mais elle a profité également d'une énergie abondante et bon marché, et elle a profité, tout cela a provoqué un terreau favorable, un milieu très favorable à une multitude d'innovations, à la création de richesses et la création de capitaux qui ont permis d'entretenir et de faire tourner la machine économique. Donc, l'énergie abondante et bon marché, la liberté économique, l'abondance des capitaux, des personnes qui étaient motivées, qui croyaient en l'avenir, alors que maintenant, il y a aussi ce facteur, les gens croient de moins en moins à l'avenir, ils ont de moins en moins confiance en l'avenir. Tout ça, ça jouait. Donc, cette histoire du fin du 19e siècle est une histoire qui montre que la liberté économique est un facteur extrêmement important pour la prospérité des personnes et leur amélioration du niveau de vie. C'est ça qui a sorti des centaines de millions de gens de la misère et de la pauvreté. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Euh, donc, je propose que nous nous arrêtions là et reprenons dans une prochaine vidéo la continuation de cet interventionnisme étatique sur le marché libre. Merci, À Patrick. bientôt. Au Merci à revoir. toi. À bientôt. Au revoir, Finn.